d'être avec un partenaire ou une partenaire, d'un coup ça rajoute un regard sur toi, sur les têtes que tu vas faire, sur les bruits que tu vas faire, sur les positions, sur ton corps. Tu peux être parasité par pas mal de pensées qui font qu'en fait ça t'éloigne de cette grande promesse que moi je trouve très belle du sexe, où en fait tu poses ton cerveau. Est-ce que tu as déjà ressenti ce mal-être ? Tu sais, quand tu te dis que c'est dans la tête et que ça va passer. Quand tu ne sais pas vraiment à qui en parler, même quand ça devient trop compliqué. Et parfois, c'est un de tes proches qui est en souffrance psychologique. D'ailleurs, tu t'es peut-être déjà senti démuni, à ne pas trop savoir quoi faire. Et consulter un psychologue, tu t'es déjà demandé comment ça se passait concrètement ? Toutes les 2 semaines, je reçois des personnalités, des experts et des anonymes pour plonger ensemble dans des discussions intimes et simples autour de la santé mentale. Une série où chacun pourra trouver un écho à son propre parcours. Parce que la santé mentale, c'est aussi important que la santé physique. Je suis Vicky et tu écoutes Cavan, le podcast lancé par Santé Psy Étudiant, un dispositif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Cavan et aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Camille Aumont-Carnel, alias Je m'emballe clito sur les réseaux. Entrepreneuse mais surtout autrice, Camille fait bouger les lignes de notre sexualité et lève les tabous. Camille a publié 4 livres, dont Ado Sexo et les mots du cul, un manifeste qui interroge sur ce que les mots que nous employons véhiculent de nos sexualités. Dans cet épisode un peu spécial, nous allons répondre sans filtre à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur le sexe. Salut Camille et merci d'être là. Salut, merci beaucoup de m'accueillir et de m'inviter, c'est trop chouette. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Et avant de commencer, j'ai une première question, c'est comment tu vas ? Et si tu étais une émotion, laquelle tu serais ? Oh, ça fait du bien qu'on se pose cette question sincèrement. Comment je vais ? Écoute, je vais très bien. Je reviens d'un pont. Ah oui, pas mal. Ça joue pas mal en fait. Donc là, je reviens de 4 jours de vraie pause où je n'ai pas travaillé. Et donc, c'était incroyable. J'étais au fin fond de Lacanau, à côté de Bordeaux, Ouais. où j'avais parfois presque pas de réseau et j'avais comme seul moyen de déplacement un vélo. Donc, c'était vraiment très, très chouette. Donc, je vais bien. Merci de me poser la question. J'espère que toi aussi, ça va bien. Ça va, ça va. sort d'un pont aussi. Le temps n'était pas foufou, mais ça fait du bien. Ok. 4 jours de détente. Ouais, ça nous a fait du bien. C'est ça. Donc, je vais bien. Et si j'étais une émotion, je serais un mélange entre de la joie et de la tranquillité. Parfait. Un bon Ouais. retour de week-end. Non, là, tu me chopes à un bon moment. Ouais. Ouais. Il commence à faire chaud, ça va bientôt l'été. On est lundi. Il y a full pont au mois de mai. Non, C'est ça va. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Bah déjà, enchantée si on se connaît pas. Je m'appelle Camille, j'ai 28 ans. Je suis la fondatrice d'un média et d'un compte Instagram qui s'appelle Je m'emballe clito, qui a pour but d'abattre les tabous sur la sexualité, plutôt féminine mais globale aussi. Je suis aussi la fondatrice d'un autre mouvement et d'un livre qui s'appelle Ado Sexo, qui a pour vocation de faire de l'éducation sexuelle avec et pour des ados de façon inclusive, branchée, hype, moderne, quelque chose qui leur ressemble quand même assez. Je suis autrice, je suis entrepreneuse, je suis leaduse d'opinion et conférencière. Et je fais partie donc de ces femmes et de ces initiatives qui lancent en France ce qu'on appelle le mouvement de révolution sexuelle post-MeToo. Et donc les visages emblématiques du féminisme de la 4e vague. Je suis très fière d'appartenir à cette grande famille des chieuses. J'aime bien. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours Ouais. de ta naissance jusqu'à aujourd'hui ? Alors, de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, donc moi je suis née au Niger, en Afrique de l'Ouest, dans une ville qui s'appelle Niamey, qui est la capitale. Mon histoire fait que j'ai été abandonnée sur un lit d'hôpital quand j'avais quelques jours. Et je me suis retrouvée dans un orphelinat dans lequel, parmi des dizaines de garçons, j'étais la seule fille. J'ai été adoptée à 2 mois par mes parents, une famille franco-libanaise. Donc on a grandi 5 ans au Niger, 4 ans en France, 5 ans à Madrid, en Espagne et 4 ans à Madagascar. Tout ça pour le travail de ma maman. Moi, j'ai grandi avec une mère inspectrice de l'éducation nationale et un papa au foyer. Passionné de cuisine, de jardinage, de lecture. Donc mes premières serviettes, mes premiers tampons, c'était mon daron. Génial. Et ma mère qui était là en mode « j'ai pas votre temps, je tape ». Et donc voilà, je suis passionnée de cuisine depuis que j'ai 5 ans. Je rêve d'être chef depuis que j'en ai à peu près 8. Et il me semble que la première fois que j'ai dit à mes parents que je voulais être la première chef noire française éthologue Michelin, j'avais 12 ans. Je suis quand même allée jusqu'au bac général que j'ai passé, un bac L, grande littéraire dans l'âme depuis toujours.
Et en terminale, j'hésitais entre Ferrandi, qui est cette école de gastronomie, et Sciences Po, parce que je voulais être ministre de l'égalité et faire de la politique, me battre pour les droits des femmes. OK, 2 mondes, Alors, 2 mondes sur papier qui peuvent paraître assez différents, mais dans les 2, il y a la notion de pouvoir, dans les 2, il y a la notion très masculins. de faire sa place dans un milieu très masculin. Dans les 2, il y a, même pour finir la phrase, dans un milieu très masculin et de personnes blanches non racisées. C'est Donc les 2 m'attrayaient pour ces enjeux-là, et en même temps, avec mûre réflexion et plein de conversations, notamment avec mes parents, vouloir se faire une place dans le milieu de la gastronomie à ce moment-là, donc un milieu majoritairement dominé par des hommes blancs de plus de 50 ans, c'est politique. Et donc j'intègre Ferrandi pendant 4 ans. J'ai bossé avec les plus grands chefs triplement étoilés au guide Michelin, et à la fin de mes études, je pense que je digère tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu, et je me pose des questions sur une thématique qui me passionne encore aujourd'hui, qui est la langue, la linguistique, la sociologie. Comment est-ce qu'on utilise les langues? Comment est-ce qu'on utilise les expressions et les insultes, dépendamment des langues que je maîtrise? Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à remanier toutes les expressions françaises de façon à les féminiser. Et OK. Je m'en bats les clitos est né 2 semaines après sur un coin de canapé, quand mes potes mecs racontent leur vie sexuelle et s'échangent des conseils sur comment faire jouer une femme, et ils racontent de la daube. Et donc ça fait partie des grands moments de solitude de ma vie où j'étais là: C'est-à-dire? Comment ça, en fait? Non, pas du tout, ça ne marche pas comme ça. Et essayant de trouver du contenu pour leur expliquer un petit peu la life, n'ayant pas trouvé de contenu qui me paraissait accessible, qui me paraissait simple, qui me paraissait sincère, qui me paraissait non pas trash, mais cash. Mmh. Et ben, j'ai ouvert Instagram et je dis: «Vous savez quoi? Vous m'avez saoulée, je m'en bats les clitos». Et l'aventure a commencé comme ça. Ah mais du coup, je m'emballe plutôt de base, c'était plutôt à destination des hommes alors? Alors, je m'en bats les clitos, à la base, c'était vraiment un mouvement de réaction face à l'ignorance de ces mecs-là. Ouais, il y avait quelque chose de très, j'étais très énervée ce jour-là. J'étais très énervée, j'étais en colère, j'étais indignée, ça m'énervait. Puis il y avait un truc de: C'est pas possible d'être nul à ce point-là», et puis de pas communiquer, et puis en même temps, il y avait aussi un truc de: «Mais je connais vos meufs, enfin, ça veut dire que du coup, au vu de ce que vous êtes en train de me dire, ça veut dire qu'elles simulent et que vous en avez aucune idée, mais ça ne va pas, rien ne va là-dedans». Et donc oui, c'était avant tout une démarche plutôt de réaction Mmh. face à ce moment-là. Mais très vite, j'ai compris qu'en fait, ça me faisait du bien à moi, que ça faisait du bien à mes copines, et qu'ensuite, je pensais que ça faisait du bien à 100 personnes, et puis ensuite à 200, Mmh. et puis ensuite à 2000, et puis maintenant, bon, voilà, le truc est parti en cacahuète. Mais mais je suis contente de voir qu'on est plusieurs centaines de milliers à s'en battre le clito, et à avoir eu besoin à ce moment-là de parler de ce sujet-là de cette façon-là. Mais à la base, c'était vraiment: je crée un outil pour mes potes qui captent rien. Et tu penses que le succès de ce compte, c'est justement que ça manquait de ressources finalement? Ouais, ouais, complètement. Ah bah, moi, je dis toujours, j'ai vraiment pas inventé l'eau chaude. Mmh. C'est-à-dire que je j'ai décidé de reprendre des codes, de formats, qu'on connaissait un peu déjà. Tu vois? Il y avait les VDM, il y avait les Nuits sans folie, et au départ, moi, mon compte était pas considéré comme un compte féministe. C'est assez tardivement qu'il est rentré dans ces comptes de libération de la parole. Initialement, je te dis, ça les gens l'inscrivaient en disant: «OK, c'est le nouveau, Nuits sans folie, c'est le nouveau VDM». Et donc ce format, qui est un format qui est revenu un peu à chaque génération, Mmh. de phrases courtes, impactantes, qui racontent un petit peu la vie. C'est quelque chose qui était pas novateur, mais je pense que la façon que j'avais d'aborder des sujets de façon très précise, où chaque meuf ou personne qui possède un vagin pouvait se dire: «Waouh, en fait, elle raconte ma vie, là, elle parle de moi et j'aurais pu écrire ça». Ça a participé bien sûr, ouais, au succès et à l'emballement, parce que, enfin, d'ailleurs, ça n'a jamais été un enjeu de succès, mais un enjeu de: comment est-ce que je fais en sorte que cette communauté, de personnes qui se sentent concernées par ce que je dis et la façon dont je le raconte grandissent, parce que ça a l'air de faire du bien, tout simplement, et on a l'impression de se sentir moins seul. Mais je pense que ça a participé, toute la dimension, avec des posts très identifiables, avec un Mmh. fond beige, un liseré rouge, où tu même pas besoin de logo, tu sais que c'est le post de Je m'en bats le clito et tu le vois parmi des centaines. Ça a joué aussi. Et puis la période, c'était le moment où tous les comptes, sont à peu près nés à ce moment-là. Tu vois? Merci Bocu, Clit Mmh. Revolution, Le Cul Nu, Gang du Clito, enfin, on tous nos comptes sont nés à peu près 6 mois en 6 mois, ils sont tous nés. Donc il y a eu C'est né aussi un moment. avant ou après la révolution MeToo pour le coup? C'est né après. OK. C'est né juste après. On est en septembre, octobre, novembre, ouais, 2018, donc c'est en plein dans l'émulsion, et en même temps, le temps que ça arrive en France, il y a quand même un peu ce recul qui fait qu'on arrive, ouais, on arrive 1 an à peu près,
après MeToo. Mmh. Mais ça a dû aider pour le coup, cette libération de la parole, Ah bah, de toute façon, moi, je suis assez persuadée que nos comptes seraient pas nés si MeToo était pas là. C'est-à-dire qu'on se rattache quand même à un événement historique qui fait qu'il y a un terreau qui est fertile à ce moment-là, il y a une capacité d'écoute, Mmh. on est en capacité de comprendre qu'il y a un besoin, qu'on se sent de se lancer. Donc MeToo est bien évidemment, l'initialité de la chose et ensuite, en réaction à MeToo et parce qu'en fait, on a été un peu porté par cette vague, il y a tout un tas d'initiatives, mais que ça soit des Mmh, podcasts, que mmh, ça mmh, soit mmh. des maisons d'édition, que ça soit des émissions de radio, que ça soit des marques de fringues, que ça soit des tu vois? Il y a aussi tout un truc assez systémique aussi qui est né à ce moment-là, et qui, je pense, rêvait un peu toujours Mmh. d'exister, mais qui attendait le moment où ça allait être entendable, quoi. Mais qui a aussi peut-être permis au mouvement MeToo de perdurer finalement et pas de Ouais. retomber, de suite après. Ouais et en même temps, je trouve que, là, tu vois, on est à peu près 7 ans après MeToo. Mmh. On est en plein dans ce qu'on appelle le backlash, donc tu sais, c'est le moment où, tu as l'impression que tout ce que tu as fait, ça sert un peu à rien et que, on se prend un espèce de Mmh. revers, dans la figure Après, il avec, y a beaucoup, j'ai l'impression quand même de libération de parole. Finalement, il y a beaucoup de plaintes aussi qui se déposent, de paroles, ah même oui, sans plainte, complètement. de paroles qui s'ouvrent. Ouais, ouais, mais je sens moi, enfin, de moins sur les réseaux sociaux, on Mmh. sent qu'il y a une montée de tout un tas de mouvements masculinistes. On Oui. sent qu'il y a un niveau de haine, qui a jamais, été, entendu et atteint jusque-là. On sent qu'il y a tout un tas de personnes qui se désolidarisent, qu'il y a tout un tas de mouvements comme les tradwives qui viennent Mmh. justement prôner, le fait que non, non, avec tout un tas de trends comme, «Je ne suis pas féministe, voici ce que je fais. Je ne suis pas féministe, voici ce que je fais». Donc en fait, on se reprend quand même un truc dans la figure qui est assez, violent et oui, il y a des plaintes et il y a de plus en plus de plaintes, mais d'un autre côté, d'un point de vue de la justice, ça suit pas forcément. Donc en fait, j'ai l'impression que MeToo, c'est aussi mettre le doigt sur, la dimension systémique de à quel point ça va pas et à quel point on peut ouvrir une petite boîte de Pandore, mais en fait, si derrière tout le processus suit pas, c'est pas forcément l'idéal. Mais je suis d'accord avec toi, c'est quand même exceptionnel et que je suis moi personnellement, je suis trop contente de vivre à cette période-là Mmh mh. et de pouvoir dire plus tard en fait, un peu comme moi, je pouvais, entendre quand ma mère ou quand des personnes que je connaissais parlaient de mai 68 où j'étais là: «Mais j'aurais trop kiffé en être et être là à ce moment-là et voir». Bah, là, en fait, on peut le dire avec MeToo et on était là à ce moment-là, donc ça, je trouve ça quand même assez chouette et fort. Là, on va rentrer dans le vif du sujet avec des questions un peu plus sexes. On a mixé des questions qu'on a nous-mêmes écrites, des questions qu'on a reçues et avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, j'aimerais juste rappeler, que le consentement reste toujours la base et que bien évidemment, on ne se force pas à faire des choses avec lesquelles on n'est pas OK. Même si, la parole se libère, voilà, faut toujours être OK avec, ce qu'on fait et justement, qu'est-ce que c'est le consentement concrètement? Est-ce que c'est juste dire oui ou non? I wish. J'aurais adoré que ça soit que ça, le consentement. J'aurais aimé que ça soit aussi simple et que ça soit aussi, duel, qu'il y ait cette dualité. Non, le consentement, j'ai pas envie de dire que c'est compliqué. Parce que sur papier, ça peut paraître simple. Par contre, la façon dont on l'utilise, les circonstances dans lesquelles on est, parfois l'état dans lequel on est aussi, fait que, c'est pas le consentement qui est compliqué, mais c'est le fait de soi-même arriver à se rendre compte de si on est d'accord ou si on n'est pas d'accord, de soi-même réussir à se dire: «Est-ce que j'en ai envie?» De parfois arriver à distinguer, j'en ai envie mais j'ai peur, j'en ai pas envie mais je quid des conséquences. Donc il y a tout ça qui est beaucoup plus complexe que, oui c'est oui et non c'est non. Mmh mh. Et parce que parfois c'est non et en fait on dit oui et que parfois donc c'est plus complexe que ça. Par contre, je dirais que et c'est ça qui me rassure beaucoup moi dans les jeunes avec qui je parle, ça fait partie aujourd'hui des préoccupations. Et aujourd'hui moi, le nombre de jeunes, plutôt garçons, qui se genrent au masculin, qui me disent, «Mais en fait, si je comprends bien ces histoires de consentement, parfois en fait la meuf elle dit oui, mais en fait elle veut dire non, enfin elle a pas envie. Donc comment est-ce que je fais en sorte que d'être sûre que quand elle dit oui, c'est parce qu'en fait elle a vraiment envie, elle se sent pas, mais moi en fait je te parle, j'ai 28 ans, mais en fait à mon époque, il y a pas un pélo qui se posait cette Mmh. question-là. Ça faisait même pas partie des interrogations. Et donc aujourd'hui, le fait qu'on mette le doigt, pas sur la complexité du consentement, mais sur la complexité de notre capacité à l'utiliser de façon si tangible et si, innée que ça, moi ça me rassure, beaucoup et le fait qu'il y a tout un tas de notions et aussi d'informations qu'on apporte avec cette notion de consentement. C'est-à-dire qu'on se dit, parce une fois qu'on a compris que son utilisation peut être potentiellement,
complexes et ben, en fait, on balaye. C'est-à-dire qu'on se dit: «Bon, bah, si on a bu, franchement, on va même pas tenter». Si on n'est pas sûr, tu sais quoi? On attend d'être sûr. Et donc le fait d'arriver à créer, pas des process, mais un petit peu comme ça, des moments où on se dit, «OK, là, je crois qu'en fait, tu sais quoi? On pour être sûr de rien regretter, pour être sûr de autant qu'on passe à autre chose». Ça, je trouve que c'est des notions, assez nouvelles qu'on n'entendait pas forcément avant et qui font du bien. Et en même temps, il y a une industrie du porno qui prend quand même beaucoup, 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 beaucoup de place Mmh. chez nos jeunes, dans lesquels c'est très, très rare, notamment dans le porno mainstream, qui est le porno que consomment les jeunes. Parce qu'en fait, le porno féministe, le porno égalitaire, le porno safe, OK, mais il y a pas un ado qui a, 20 balles par mois pour aller regarder du porno. Donc le porno accessible, gratuit, qu'on peut trouver sur internet, c'est rare d'avoir des scènes de consentement. C'est rare d'avoir un couple qui, avant de coucher ensemble, se pose des questions, vérifie, est sûr. Mmh. Moi, j'en ai presque jamais vu, même dans les catégories plutôt, réalistes comme les catégories amateurs avec des vrais couples qui se filment et cetera. Les personnes partent du principe que bon, bah, l'un est l'une ou l'une est l'une et l'un et l'un sont excités, donc ça veut Mmh. dire que go, on y va. Donc je pense qu'il y a aussi tout un imaginaire à réinventer, à recréer. Je pense à des séries comme, Normal People, qui ont été absolument incroyables avec cette scène de premier rapport sexuel qui justement utilise les règles du consentement de A à Z et qui nous montre pour une bonne fois pour toutes, alors qu'en fait on le dit depuis toujours: «Non, non mais si, mais en fait ça peut être hyper sexy et excitant le consentement et ce n'est pas quelque chose qui casse l'ambiance et ce n'est pas quelque chose qui rend la chose compliquée et ce n'est pas quelque chose qui fait que d'un seul coup on tombe dans quelque chose de, pas du tout naturel et pas du tout inné. Au contraire, c'est justement parce qu'en fait, on est à fond dans le consentement et on est 100 sûr que l'autre personne est consentante, que du coup, ça laisse un espace de liberté, pour faire à peu près, tout ce qu'on a envie de faire. C'est vrai qu'on entend souvent un peu des caricatures de: «Mais voilà, maintenant on peut plus rien faire, faut faire signer Mmh. un contrat avant de pouvoir avoir un rapport Je me souviens de ça. sexuel». J'avais fait un post avec les 50 phrases qui montrent que le consentement est encore sexy, Mmh. avec tout un tas d'exemples, mais je pense que c'est plus alors, pour le coup, je pense que c'est plus simple pour les générations qui construisent leur sexualité et qui mettent un pas dans la sexualité, dans les sexualités, avec justement cette notion de consentement, que potentiellement une génération qui doit déconstruire. Tu Mmh sais, mh. par exemple, moi, j'ai 28 ans, je vois bien que ma génération, comme on n'a pas commencé notre sexualité avec ça, pour certaines personnes, introduire d'un seul coup ces normes-là et ces moments-là, c'est pas perçu comme quelque Mmh. chose d'hyper naturel. Quand tu connais que ça et que ton premier rapport sexuel, l'autre personne avait en tête qu'il fallait te demander, que toi, tu avais en tête qu'il fallait demander à l'autre personne, ça devient presque la norme. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant dans cette notion générationnelle, c'est que, bah, génération après génération, Mmh. j'espère, ça sera plus un sujet. Mais ça enlève une pression de ouf. En plus, j'ai Ouais. l'impression de parce que la première fois, c'est souvent source de pression et là, de dire: «On va me demander si je suis pas OK», c'est pas grave, la personne, elle va comprendre, elle va pas partir en courant, Mmh. ça enlève tellement de pression et justement, quand on est en couple, des fois, on peut se dire: «Bah, couple égale, consentement». Il y a plus besoin de se demander. Comment on fait pour poser ses limites quand on est en couple et faire en sorte aussi que l'autre ne se vexe pas parce qu'on lui a dit: «Bah, non, ce soir, désolé, j'ai pas très envie». Alors, on peut pas avoir le contrôle sur est-ce que la personne se vexe ou pas. Mmh. Le sujet d'ailleurs, je pense que c'est plutôt de se dire, comment est-ce que je fais pour avoir ces conversations et pour pouvoir les avoir jusqu'au bout? C'est-à-dire que, potentiellement, si la personne se vexe, est-ce qu'en fait, tu te vexes parce que tu t'es senti rejeté? Est-ce que tu te vexes, mais en fait, ce que tu appelles vexer, ça s'appelle la frustration? Est-ce que je pense que laisser aussi l'espace pour être beaucoup plus précis sur ce que ça vient générer, c'est important. Après, on peut aussi accepter d'avoir un niveau de radicalité vis-à-vis de ça, où en fait, bah, le nombre de personnes et même des plus jeunes, hein, qui disent, en reprenant leurs termes: «En fait, c'est pas mon dos, quoi. Moi, si j'ai pas envie, j'ai pas envie, tu gères ton truc de ton côté et franchement, si tu veux, masturbe-toi, c'est pas mon sujet. Moi, je tout ce que je sais, c'est que j'ai pas envie et que j'ai encore moins envie, de me forcer parce que toi, tu as envie et que tu te sens frustré». Donc je pense que, dans le couple, partir du principe que faut agir exactement comme avant que les personnes soient en couple et en fait, le consentement ne devient pas inné, ne devient pas induit à partir du moment où on est en couple parce que d'ailleurs, il y a pas de logique, enfin, c'est-à-dire qu'il y a pas de connexion, il y a pas de A plus B égale C dans cette construction-là. C'est-à-dire que je vois pas ce qui fait que d'un seul coup, le statut de couple fait qu'automatiquement on aurait envie. D'ailleurs, en général, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, tu es là en mode: «Je n'ai plus envie de coucher avec toi, en fait. Ça fait 3 ans que je vois ta tronche, j'en ai marre». Donc je pense que faut pas partir du principe que le couple est un facilitateur sexuel. Faut pas partir du principe que le couple est un cadre qui te donne accès à plus de sexualité, qui te donne accès c'est comme en fait, ça reste Oui, une c'est personne. open bar, quoi. Ouais, c'est open faut justement pas partir du Mmh. principe que c'est open bar. En face de toi, ça reste une personne à part entière et cette personne à part entière, elle a envie, parfois elle a pas envie. Si c'est une personne qui possède un vagin et qui a un cycle menstruel et hormonal,
Pardon, mais ça joue, en fait. C'est-à-dire que, bah, non, je suis en SPM, donc là, je suis une semaine avant mes règles. Je me trouve ni excitante, ni, à l'aise, j'ai mal au dos, j'ai mal au sein. Le dernier de mes sujets, c'est clairement d'avoir un rapport sexuel. Qu'après j'ai mes règles, donc que j'ai mal, que tu vois? Donc in fine, moi j'entends aussi de plus en plus de jeunes femmes, qui sont hyper alertes de ça et qui et en fait peuvent vraiment te dire: «En fait, je sais pas comment t'expliquer, j'ai une fenêtre de tir où j'ai envie 4 jours dans le mois, quoi, Mmh. donc frérot, voilà, calque-toi, hein, après le reste du temps ça se passe sans moi». Et je trouve aussi hyper intéressant de en fait la co à quel point la méconnaissance du corps Mmh mh. est aussi venue créer des situations, qui aujourd'hui sont complètement explicables d'un point de vue scientifique. Et le fait de pouvoir donner accès à ces jeunes à toutes ces informations-là et à comprendre, en disant: «Bah, en fait, les règles, c'est ça ce qui se passe dans ton corps, d'un point de vue hormonal, il se passe ça, quand tu es en SPM, il se passe ça», et qu'en fait, ces personnes-là puissent comprendre. Ça fait aussi que derrière, encore une fois, hein, c'est les femmes qui se tapent toute cette charge, éducative, l'expliquent à leurs potentiels petits copains, petits copains, parce que les petites copines, elles comprennent, mais petits copains, en expliquant: «En fait, c'est ça ce qui se passe dans mon corps, donc en fait, c'est pas juste c'est le sujet in fine, pour être encore plus punchy que ça, le sujet, c'est pas toi, frérot». Le sujet, c'est juste qu'en fait, je j'ai pas envie, mais je trouve ça intéressant à quel point le fait de leur donner l'accès à l'information, ça aide aussi à avoir ces débats-là et ces questionnements-là, et que l'autre personne se dise: «En fait, c'est pas qu'elle est en train de me rejeter, c'est juste qu'en fait, elle a pas envie». Mais c'est pas par rapport à moi, c'est du tout. Et du coup, justement, c'est quoi le désir Mmh. et comment ça se fait? Pourquoi il évolue? Est-ce qu'il peut évoluer par exemple, pendant 3 mois, j'ai zéro désir et puis Ouais, la tout à libido. coup, Parce qu'en fait, il y a plein de facteurs, c'est-à-dire que alors certes, il y a la dimension hormonale, mais il y a plein de choses. Il y a ton niveau de fatigue, il y a est-ce que tu es stressé en ce moment? Il y a, est-ce que tu es contrarié en ce moment? Est-ce qu'il y a potentiellement une conversation que tu devrais avoir avec ton partenaire ou ta partenaire que tu arrives pas à avoir et que du coup, il y a un truc qui te reste là et en fait, tu es là en mode: «En fait, je peux pas te blairer, mais comme on n'a pas encore eu la conversation». Donc il y a plein de choses qui font que c'est pas juste une question de on s'aime et on s'attire et avant c'était comme ça et on avait envie tout le temps et on faisait que ça. Hem, il y a des choses aussi de la vie de tous les jours qui font que, bah, parfois tu as un décès, tu t'es fait virer, tu as eu une mauvaise note, tu es stressé parce qu'il y a le bac qui arrive, tu dois trouver un stage, tu commences à avoir beaucoup de bandes passantes où tu te dis: «Mais alors attends, parce qu'en fait là, pour l'année prochaine, après le bac, attends, je fais quoi? Parce que je suis un peu perdue» et en fait tout ça, moi j'imagine un peu ça comme, un disque dur. C'est-à-dire que plus tu le remplis avec des dossiers, moins tu as de la place pour un énorme dossier qui s'appelle, la libido. Qui est en capacité de prendre toute la place du bureau, mais qui peut aussi, se réduire presque à néant pour laisser de la place à des dossiers qui sont beaucoup plus urgents. Et donc le désir, c'est quelque chose qui, certes se cultive, j'entends toutes les personnes qui disent: «Oui, mais il faut ça se travaille», mais en fait, il y a aussi une réalité de la vie qui fait que parfois tu as pas envie, que parfois tu te sens pas bien dans ton corps, que parfois tu sais pas pourquoi, mais d'un seul coup tu as envie, mais plus avec cette personne-là. Enfin, c'est quelque chose de beaucoup plus, nuancé, oui, de il y beaucoup a plus plein de complexe. facteurs extérieurs Il y a plein finalement. de facteurs extérieurs, que parfois tu as envie, mais tu as juste envie de toi, à toi, que parfois tu as juste envie de l'autre, que parfois tu as plus du tout envie de l'autre. Je Voilà, je pense que ça peut pas s'expliquer de façon, on peut pas le percevoir un peu comme un moule dans lequel chaque personne rentrerait, mais ça appartient à chaque personne et moi je suis plutôt d'avis de s'écouter, mais par contre de dire à l'autre, Mmh mh, mmh. de se dire: «Écoute, voilà, là en ce moment je traverse ça et en fait j'ai pas du tout envie et vraiment je te rappelle quand c'est le cas». Et ce que je trouve juste, dur, c'est les personnes qui font culpabiliser, c'est les personnes qui foutent la Mmh. pression, c'est les personnes qui t'expliquent que, bah, attends, je comprends pas, on est en couple, mais du coup, moi, OK, très bien, mais du coup, tu me prives. Ça, Hem, c'est red flag. Ça, mais c'est même pas que c'est tu prends ton calbut, ciao frérot. Et on a eu beaucoup la question, est-ce que le plaisir, ça passe forcément par la pénétration? C'est forcément ça, Hell no! Alors, le plaisir, non, ça se saurait. Ça se saurait si ça passait que par la pénétration. On parle du plaisir féminin? On parle les 2, les les 2. 2. On a eu les Alors, 2. d'un point de vue anatomique, pour les personnes qui possèdent un pénis, déjà, il faut leur expliquer que leur plus grande zone érogène est dans leurs fesses. On va commencer par là. Donc en fait, non, pas forcément la pénétration. Je pense qu'il y a un espèce de mythe mais qui a été vachement véhiculé par, une fausse donnée scientifique qui est, l'orgasme vaginal versus l'orgasme clitoridien. L'orgasme vaginal n'existe pas. Le vagin est un muscle qui n'a jamais procuré d'orgasme à personne. Par contre, on peut introduire 2 notions. La première, c'est l'orgasme clitoridien par stimulation interne et l'orgasme clitoridien par stimulation externe. Donc les personnes qui disent: «Non mais moi je suis clitoridienne, je suis pas du tout vaginale», non, c'est juste que tu es une personne qui, comme
plus de 90% des personnes qui ont un clitoris est plus sensible à la stimulation du clitoris quand c'est par voie externe parce que c'est ce que tu connais depuis plus longtemps, parce que tu sais exactement comment ça fonctionne, etc., etc. Donc aujourd'hui, on peut avoir des orgasmes sans pénétration. Il y a plein de personnes qui se rendent compte qu'en fait la pénétration, ça a été c'est un peu survendu, un peu surcoté. Et en même temps, il y a d'autres personnes qui te disent: «Moi, j'adore la pénétration et j'ai l'impression de passer à côté d'un rapport sexuel si j'en ai pas». Donc encore une fois, c'est quelque chose de très unique. Mais par contre, un rapport sexuel tel qu'on l'entend, ça peut être un rapport sexuel sans pénétration. C'est pas faire des trucs, c'est Mmh pas mh. des préliminaires, c'est pas vite fait on a fait quelque chose, c'est pas on l'a fait mais on l'a pas fait jusqu'au bout. C'est un rapport sexuel à part entière parce qu'il y a eu 2 personnes qui se sont désirées, parce qu'il y a eu, du toucher, parce qu'il y a eu de l'excitation. Ça suffit pour en fait appeler ça un rapport sexuel. Ensuite, je serais plutôt d'avis et j'essaye, dans toutes mes prises de parole, de défaire un petit peu ça, mais de ne plus concevoir la sexualité comme des pratiques qui se situeraient et qui se présenteraient sous forme de pyramide, avec un espèce de Mmh. truc énorme qui serait la pénétration, qui est quand même le Graal, autour de laquelle viendrait en fait, orbiter tout un tas de pratiques assez secondaires, mais dont on peut se passer à partir du moment où il y a la pénétration. Et plutôt le voir comme, c'est une espèce d'énorme armoire, un peu comme l'armoire dans Harry Potter avec les espèces de personnages qui sortent là au fur et à mesure. Et il y a un peu un côté, bah, tu pioches au fur et à mesure. Ça, si ça t'en as envie, tu peux. Ça, tu peux le faire pendant 5 minutes et tester, en fait, te rendre compte que ça te donne pas du tout envie et passer à autre chose. Mais moi, je mettrais sur un même pied d'égalité toutes les pratiques qui vont je mets sur un même pied d'égalité le cunnilingus et la pénétration. Je mets sur un même pied d'égalité, le fait, doigter une personne avec le fait de l'embrasser dans le cou. Il y a pas de hiérarchie, ni d'importance, ni de puissance, ni chronologique. Et on nous a demandé, est-ce que c'est normal de ne rien ressentir pendant l'acte sexuel? Pas de plaisir, rien, il se passe rien? Jamais je répondrais, «Non, c'est pas normal» à une question, s'il y a pas de danger pour la Mmh mh. santé. Donc j'ai envie de te dire: «Oui, ça peut être normal de rien ressentir». Par contre, j'inviterais ces personnes à essayer de tester plusieurs choses. Il y a peut-être des pratiques qui te donnent pas du tout envie. Il y a peut-être aussi des partenaires avec lesquels tu t'en rends pas forcément compte, mais tu te sens pas safe et du coup, tu es complètement dans une, forme de crispation et de rejet et en train de te protéger. Il y a aussi des personnes qui ressentent pas de il y a des personnes qui ne ressentent pas de désir, mais il y a aussi des personnes qui ne ressentent pas de plaisir. C'est assez personnel. Après, je sais que moi, toutes les fois où on m'a posé cette question, tu vois, c'était surtout, des personnes qui essayaient de comparer leur réaction Mmh. à ce qu'elles pouvaient voir dans des films porno ou dans même parfois des fictions, en se disant: «En fait, moi, je sais que s'il y a bien un truc que je sais, c'est que je suis pas du tout dans cet état-là». Et donc, elles considèrent que ce qu'elles ressentent, c'est rien Mmh. parce qu'elles sont pas en train de pleurer, parce qu'elles sont pas en train à moitié de s'évanouir, parce qu'elles sont pas en train de réveiller tout le voisinage et que du coup, ces personnes se disent: «OK, donc ça veut dire qu'en fait, je ressens rien». Non, il y a la réalité, et puis après, il y a tout ce que nous montre la pornographie, qui est une forme de fiction, et il y a tout ce qu'on peut voir, dans les films. Il y a aussi des personnes qui ressentent beaucoup de plaisir et qui ressentent pas le besoin ni de gémir, Mmh. ni de crier, voilà. Donc ça dépend de tout un tas de personnes. Pourquoi la masturbation, c'est encore un sujet tabou? Et surtout parce que je trouve que la masturbation masculine, c'est quand même assez limite, ça, on en parle, «Ah, je me suis masturbée, nin nin nin», mais sur les femmes, par contre, c'est encore hyper tabou. Pourquoi? Parce que parler de masturbation féminine, revient à parler de plaisir sexuel, sans ni besoin de pénétration, ni besoin d'un pénis. Et ça, dans la tête du commun des mortels, ça passe la pilule, elle passe toujours pas. Le fait de se dire qu'on peut complètement se faire plaisir, ressentir du plaisir et même aller au-delà, avoir des orgasmes sans besoin d'un partenaire, je pense que ça met en erreur 404, déjà pas mal de personnes et pas mal d'ego. Je pense que la masturbation féminine est aussi tabou parce que, ça reviendrait à dire que, le corps de la femme n'est pas juste conçu pour, faire des enfants, que c'est un corps aussi de désir, que c'est un corps de plaisir. Parler de masturbation féminine, on reviendrait à parler d'un organe, incroyable qui s'appelle le clitoris, qui est, rappelons-le, de tout le corps humain, le seul organe qui est créé et qui existe et qui a pour seule vocation de nous donner du plaisir. Le truc ne sert à rien d'autre. Pardon, c'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire qu'on a des mains, on a des yeux, on a des reins, on a le seul truc qui ne sert à absolument rien, ni de vital, ni de second, c'est le clitoris. Ça ne sert juste à nous donner du plaisir. Donc ça reviendrait aussi à, je pense, sans du tout aller sur des terrains de, féminin sacré et cetera, qui sont pas du tout mes registres, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très puissant à l'idée de dire, en fait, entre les jambes, on a un organe qui est juste là pour faire en sorte
qu'on tue pas les gens, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous fait du bien et en fait, on s'en sert et vraiment, ça ne sert à rien d'autre, que du glow, mieux s'endormir, mieux gérer nos règles, potentiellement s'en servir, pendant l'accouchement et en fait, avoir un accouchement qui est beaucoup plus agréable. Il y a même des personnes qui arrivent à avoir des accouchements où elles ont des orgasmes. Enfin, le truc, cet organe sert juste à nous donner des orgasmes. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Et est-ce qu'il y a des bonnes ou des mauvaises manières de se masturber? Je pense notamment aux sextoys, où on nous dit souvent, «Il faut un sextoy pour avoir un orgasme», du lubrifiant, sous la douche. Il y a pas de mauvaise façon de se masturber. Il y a même des personnes qui, découvrent la masturbation, par hasard en faisant du poney, il y a des personnes qui découvrent la masturbation par hasard sur un vélo. Il y a des personnes qui découvrent la masturbation par hasard, dans une voiture qui roule très vite avec des dos d'âne. Il y a des personnes qui découvrent la masturbation, sur des cuvettes de toilettes. Enfin, il y a pas de bonne façon de se masturber. Toute façon de se masturber qui peut, je pense d'ailleurs plutôt au sexe anal, qui peut en fait, faire en sorte que avec des objets qui sont pas du tout les bons, qui sont pas du tout faits pour cette zone-là, qui font qu'en fait, tu peux te retrouver avec un truc aspiré complètement dans l'anus, tout ce qui fait que, tu peux te mettre en danger. Donc par exemple, de la masturbation vaginale avec, des objets, par exemple, qui sont pas du tout faits pour. Je pense à des bouteilles en verre. Enfin, il y a des histoires, vraiment qui existent, qui sont donc mon point est de dire, il y a pas d'enjeu à avoir une bonne masturbation. Par contre, il y a des enjeux à utiliser les bons outils, si tu en as envie et que ça soit, sous la douche. Juste pense à l'écologie, quoi. Donc c'est en fait, les 1 heure 30 de douche parce qu'en fait, tu touches avec le pommeau. Écoute, on peut trouver d'autres alternatives qui sont un peu plus voilà. Un peu plus écolo. Ouais, un peu plus écolo. Mais sinon, je dirais qu'il y a surtout pas de bonne façon de se masturber. Il y a des personnes parfois qui m'écrivent en me disant: «Je trouve que ma façon de me masturber est hyper chelou, je pense être la seule à faire ça» et en fait, bah, je réponds toujours: «En fait, qu'est-ce qu'on s'en fout si ça te procure du plaisir et que ça ne te met pas en danger, ni émotionnellement ni anatomiquement, franchement, go, quoi». Donc non, il y a pas de bonne ou de mauvaise façon de se masturber. Faut juste le faire avec sécurité, c'est-à-dire si tu veux utiliser des objets, pas de souci, mais utilise les bons. Et du coup, comment ça se fait qu'on atteigne plus facilement l'orgasme, finalement, seul, qu'avec Mmh. son ou sa partenaire? Ça se fait qu'on se connaît très bien, on se connaît par cœur, qu'en général, avant d'avoir des rapports sexuels avec un ou une partenaire, tu as passé en général des années, minima des mois à Mmh. t'explorer et donc en fait, tu te connais, à la moindre réaction. Que le fait d'être avec un partenaire ou une partenaire, d'un seul coup, ça rajoute un regard sur toi. Donc sur les têtes que tu vas faire, sur les bruits que tu vas faire, sur les positions, sur ton corps, sur, «Non mais attends, là, cette position, est-ce qu'en fait, je suis excitante? Est-ce qu'en fait, là, c'est une position qui met, assez, en avant mon torse et mon corps? Est-ce que» donc en fait, tu peux être parasité par pas mal de pensées qui font qu'en fait, ça t'éloigne de cette grande promesse que moi je trouve très belle du sexe où en fait tu poses ton cerveau et en fait, pour beaucoup, c'est pas le cas et donc le fait de pas poser ton cerveau, ça fait que l'orgasme, bon chance, quoi. Et est-ce que si je me masturbe, ça veut dire que je suis pas satisfait par mon ou ma partenaire? Et je trouve que souvent la question c'est plutôt: «Mon partenaire se masturbe, est-ce que ça veut dire que je ne le satisfais pas?» Souvent on entend plutôt Ouais, ça. c'est plutôt dans ce sens-là. Non, ça veut pas absolument pas dire ça. Ça veut dire que chaque personne a plusieurs sexualités. Il y a une sexualité qui est assez individuelle, qui est celle qu'on a avec soi-même et on peut, coucher avec soi-même, on peut se faire l'amour, on peut se baiser, on peut se prendre soi-même et après il y a une sexualité qu'on peut partager avec d'autres à 2, 3, 4, peu importe, chacun et chacune est libre de faire, ce qu'elle veut. Mais par contre, il est vrai que, je trouve que c'est pas les mêmes sexualités et qu'en fait, elles t'apportent pas les mêmes choses et je comprends aussi les personnes qui ont besoin des 2. Mmh. Heu, je pense qu'il y a plein de femmes qui se sont laissées, amadouer et à qui on a raconté très longtemps que, si elles se masturbaient, c'est parce qu'elles avaient pas le choix et si elles se masturbaient, c'est parce que vraiment il y avait personne dans leur vie et que dès lors qu'un homme plutôt, en plus, rentrait dans leur vie, elles n'avaient plus besoin de ça. Heu et je pense que c'est assez faux et je trouve que c'est important, si c'est une pratique qu'on aime, de continuer à la faire même quand on est en couple et même qu'on a des rapports sexuels avec une autre personne. Donc ça veut alors, pour être tout à fait honnête, ça ne veut pas forcément dire que ton ou ta partenaire n'est pas satisfait par toi, mais ça peut aussi parfois vouloir dire ça et c'est en fait OK et je pense que le sujet, c'est que si tu tiques sur le fait que ton partenaire ou ta partenaire se masturbe, dans tous les cas, il faut avoir la conversation. Que ça finisse par: «En fait, je me masturbe parce qu'en fait, tu sais quoi? Je me retrouve pas en fait dans notre sexualité, ça me suffit pas» ou que tu te masturbes, pour la simple et bonne raison que tu aimes ça et que tu le faisais avant et qu'il y a un peu un truc de: «Je ne vois pas pourquoi j'arrêterais depuis que je te connais». Les 2 sont OK, mais je pense que pour essayer d'avoir aucun
malentendu, aucun, comment dire? Quiproquo, c'est intéressant d'avoir la conversation. Et est-ce que quand j'ai un rapport, c'est entre guillemets «obligatoire» d'avoir un orgasme? Et est-ce que c'est grave si, j'en ai pas à Mon chaque rêve. fois et si j'en ai jamais eu même? Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un mais en fait, mon rêve que ça soit genre comme ça, enfin, je sais pas, mon rêve que que pour tout le monde, ça soit genre mais évidemment, il a un orgasme à chaque rapport. Non, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire dans le sens où ce n'est pas une obligation et c'est pas obligatoire dans le sens où ça n'arrive pas à chaque fois. Ça c'est cool aussi si ça arrive à chaque fois. C'est aussi très cool. Moi, franchement, j'ai eu des rapports sexuels qui m'ont fait plus du bien que certains rapports sexuels où j'avais un orgasme. Parfois, tu as un rapport sexuel, le truc, tu sais pas pourquoi tu as un orgasme en 5 minutes. C'est cool, mais ça redescend un peu vite et parfois tu as des rapports sexuels qui durent pendant une demi-heure, 40 minutes et tu as pas forcément d'orgasme, mais c'était intense et c'était incroyable et tu as eu plein de sensations. Donc je serais plutôt d'avis de commencer la réponse à cette question en se disant que l'orgasme n'est pas gage de qualité ou de satisfaction de rapport ou d'intensité d'un rapport. Par contre, le fait de se dire que franchement c'est cool et que c'est pas parce que l'orgasme n'est pas obligatoire qu'il faut carrément s'en foutre et pas vouloir que son partenaire ou sa partenaire ait un orgasme, ça non. Il y a aussi des personnes et je pense que ça c'est la grande majorité des femmes qui n'ont jamais d'orgasme que par pénétration, qui doivent forcément être stimulées à un moment donné, sur la partie externe de leur clitoris, qui donc si elles ne le font pas et n'ont qu'un rapport avec pénétration, des va-et-vient, n'ont jamais d'orgasme pendant les rapports à 2 et qui se retrouvent à avoir des orgasmes que lors de la masturbation, en solo ou, si elles se masturbent en même temps, de la pénétration et là, ça rentre un nouveau débat du mec qui te dit: «Ouais, mais du coup, ça veut dire que je te suffis pas» et tu là: «Thibaut, genre, faut vraiment qu'on ait cette conversation» et donc là, tu as cette conversation et tu sors cette fameuse punch de: «Mais tu sais, c'est comme le foot, on est une équipe, genre le but c'est le but c'est de marquer un goal». Mais donc dans toutes mes réponses, ce que je comprends, c'est que la communication est clé et je sais que Mmh. c'est hyper bidon parce que tout le monde le dit et tout le monde dit toujours: «Oui, la communication, c'est la clé». Mais c'est vrai. Et est-ce que c'est vrai que les hommes ont un orgasme à chaque fois qu'ils éjaculent? Non, les hommes pensent que éjaculer souvent égale orgasmer jusqu'au moment où ils ont un orgasme pour la première fois de leur vie, et là, ils se disent: «Waouh, alors attends, en fait, ça veut dire que tous les trucs avant, c'était pas des orgasmes» et en fait, tu peux ressentir un fort plaisir au moment de l'éjaculation, qui fait du bien, mais qui n'est pas un orgasme. L'orgasme, c'est que tu aies un pénis, que tu aies un vagin, que tu sois une personne, intersexe, c'est la même définition pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment les contractions du périnée et des muscles et il y a quelque chose d'assez tétanisant pendant quelques secondes à quelques minutes avec cette vraiment notion de, tu sais, des rouleaux qui arrivent Mmh. et qui arrivent, tu arrives à un pic, là, tu as un orgasme et ensuite tu as un plateau et ça redescend et ça, c'est pareil pour tout le monde. Donc si tu as pas ça et tu as juste un truc de: «Oh ouais, ça fait du bien quand j'ai éjaculé», bah, c'est cool. Tu as joui, mais tu as pas orgasmé. Et est-ce que c'est vrai que les femmes aussi peuvent éjaculer? On pense notamment aux femmes fontaines. Ouais, ouais, bien sûr, c'est vrai, c'est carrément vrai. Hem, d'ailleurs, c'est assez puissant quand ça t'arrive. C'est quelque chose moi, je sais que j'ai toujours trouvé ça très puissant dans le sens où tu te dis: «Bah, moi aussi j'ai la capacité d'envoyer la sauce». Enfin, il y a quelque chose de très, c'est comme si ce geste et cet acte et cette fonctionnalité de, je peux, envoyer quelque chose loin, c'était réservé au pénis et en fait ça venait, nourrir aussi ce mythe de la grande puissance du pénis parce que c'est le pénis qui éjacule, le pénis qui se raidit, le pénis qui pénètre et en fait le fait de moi aussi comprendre que je pouvais, squirter, éjaculer parfois à genre 1 mètre, 1 mètre quand sans rentrer dans les détails, mais que en fait c'est possible et que, c'est pas forcément, je ne suis pas forcément pénétrée mais que parfois c'est moi qui encercle un pénis et que je peux aussi décider de voir le rapport sexuel comme ça. Hem, Bah, ça fait que tu te sens beaucoup plus enfin moi du moins, je me sens beaucoup plus puissante, dans ma sexualité. Mais oui, c'est vrai qu'on peut éjaculer et squirter. Parfois, il y a des femmes qui squirtent à plusieurs mètres, hein et tu peux squirter, beaucoup, beaucoup, beaucoup de liquide. Genre un demi-litre, enfin ça Et peut c'est être quoi comme liquide? en fait, c'est le même liquide qui est contenu dans ta vessie. Donc en fait, en général, c'est un mélange entre du pipi et de l'eau, OK. et c'est OK, hein. Je conseille toute personne qui nous écoute d'acheter une Alaize, qui est vraiment le meilleur investissement que tu puisses faire, l'Alaize. Qui te permet, en fait, sous ton drap de mettre, un espèce d'autre drap, mais qui est un peu plastifié, qui permet, en fait, de si jamais, tu squirt ou si jamais enfin, peu importe quel ou même parfois, tu sais, quand dans les rapports sexuels, tu peux transpirer beaucoup et tout. Ça permet de protéger ton matelas, c'est vraiment pas mal. Donc oui, oui, les femmes aussi, éjaculent.
Et je trouve ça très puissant. Et on a eu une question aussi de, j'ai envie de faire plaisir à mon partenaire, mais le sexe oral et d'autres pratiques, ça me dégoûte. Comment je fais du coup pour lui faire plaisir? Alors tu fais pas, déjà, tu ne fais pas ça. Heu, On ne se force pas à faire quelque on chose, ne se quoi, force absolument pas. En fait, on se force à rien. Je serais d'avis d'avoir cette question qui peut être assez radicale dans la relation, mais qui consiste à dire, en fait, est-ce que pour toi c'est un non négociable, quoi? Est-ce que en fait, avoir une partenaire qui ne pratiquera jamais de sexe oral avec toi, est-ce que c'est un no go et donc tu n'envisages même pas une relation avec cette personne et auquel cas, faut qu'on ait la conversation? Ou est-ce que pour toi, ça fait pas forcément des pratiques, dont tu ne peux pas te passer et en fait, on peut tout simplement, construire notre relation sur d'autres pratiques et avoir d'autres pratiques ensemble, mais je sais que pour certaines personnes, c'est le cas. Moi, je sais que, par exemple, un partenaire qui n'aime pas faire de sexe oral, c'est compliqué de me projeter Mmh mh. parce que, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait, moi-même, je le fais, que j'y prends plaisir et que à ce niveau-là et sur cette pratique-là bien particulière, j'aimerais une réciprocité et donc je pense que faut juste pas attendre que le truc, s'engraine et que tu sois et qu'à un moment donné, tu te sentes obligé de te forcer pour faire plaisir à l'autre et que voilà. Et qu'ensuite tu finisses quand même par dire à l'autre personne que t'aimes pas et que du coup la personne te dise: «Mais attends, ça veut dire qu'en fait ça fait des mois que tu Mmh. te forces». Voilà, c'est cette conversation-là et cette situation-là et très précisément que je pense qu'il faut plutôt essayer d'éviter. Mais il y a un truc que j'aime beaucoup et par ailleurs je trouve ça assez excitant même quand, on est plus jeune, c'est de parler de sexualité avant de le faire. Mmh. Heu pas forcément avoir un rapport sexuel tout de suite avec la personne, mais passer plusieurs fois des aprèm ou des soirées à parler de la sexualité en dehors du cadre sexuel. Ce qui permet du coup d'avoir des enjeux qui nous paraissent pas du tout les mêmes, parce qu'en fait, tu es pas du tout dans une forme d'immédiateté, d'action. Ce qui permet de prendre du recul, ce qui permet parfois de parler de sexe sans forcément parler de toi, et de poser ces questions-là. Justement de dire: «Mais toi, moi par exemple, telle pratique, j'aime pas du tout ça. Est-ce que toi c'est quelque chose» parler de sexe en dehors du rapport sexuel et si possible en amont, Mmh. avant. Donc pas ce fameux débrief, «Coucou, ouais, donc j'ai remarqué que» ouais, non, ça peut être c'est cool, mais c'est cool si tu as déjà eu la conversation en amont. Ça, c'est un truc que je trouve, moi, intéressant, plutôt, qui permet d'en savoir beaucoup sur le partenaire et je trouve ça très excitant en plus. Après, c'est pas facile. C'est vrai que souvent, on est plus à l'aise quand on est avec son partenaire, qu'on connaît un peu la personne. Ouais. Mais quand tu connais pas la personne et puis tu as toujours un peu peur de pour qui il va me prendre si je lui parle de sexe direct Ouais, comme ça. si je lui dis tel truc, peut-être qu'il va se dire ouais, mais après je trouve que c'est aussi un bon test pour savoir si tu en face de toi, tu as une personne qui te juge, Mmh mh. si tu une personne qui te juge pas, si tu une personne qui est en capacité d'écouter, si tu une personne qui est en capacité aussi de te dire: «Franchement, j'entends que tu besoin de parler de ces sujets-là, moi je suis hyper mal à l'aise», En fait, tout ça est Mmh. entendable, en fait. Tout ça peut exister dans une conversation et donc je suis plutôt d'avis de lancer le truc. On a eu aussi cette question qui était: comment savoir, si je suis hétérosexuelle, homosexuelle, bi ou asexuelle? Et est-ce que ça peut changer avec le temps? Est-ce que mes envies peuvent évoluer? Bien sûr, tes envies peuvent évoluer, tes orientations sexuelles peuvent aussi évoluer. Comment savoir? C'est marrant parce qu'en fait, moi à cette question, je réponds toujours par une autre question qui est: «Pourquoi avoir besoin de savoir?» Heu, Quid aussi de se laisser porter dans son exploration? Pourquoi est-ce qu'il y a un besoin de réponse, figée, Mmh immédiate? mh. Ou est-ce qu'en fait, le sujet c'est plutôt de se dire, et souvent c'est ça, le sujet c'est plutôt de se dire: «Je crois que je ne suis pas que hétéro ou hétéra» et donc c'est à ce moment-là qu'on se pose en général la question. Mais comment savoir? Ben, en sachant, envers qui tu as de l'attraction, et de l'attirance sexuelle. C'est assez comment dire? C'est assez révélateur de savoir envers qui tu es attiré. Ça peut évoluer, bien sûr que ça peut évoluer. Ça va de, bah, moi je suis hétéro, hétéra à, je suis bi à je choisis avec une forme de lesbianisme politique, lesbianisme militant, parfois aussi que ça sera comme ça et pas autrement pour tout un tas de raisons. Hem, Ce que je sais, c'est que, Peut-être qu'il faut tester, pas se mettre de barrières en se disant: faut «Mais» tester si on a envie, oui, faut pas voilà. tester si on tester pour tester, pas tellement. Tester Tester si parce on se qu'on pose a des questions peut-être? tester si on se pose des questions et qu'on en a envie, Mmh. oui. Tester si juste on se pose des questions. En fait, à un moment donné, tu rencontres pas une personne Mmh. qui te donne envie de sauter le pas et d'y aller. Tu peux vivre et survivre et très bien aller sans forcément tester. Heu, Après, j'entends aussi cette dimension de curiosité Mmh. aussi et de vouloir, ça me fait penser à une conversation que j'avais avec un ado qui justement,
me parler de consentement et d'à quel point, il était important de certes parler de consentement en le rattachant à la sexualité, mais il était aussi important de parler de consentement en le détachant des sujets de sexualité et à quel point c'était ancré dans leur é dans l'éducation de tout un tas de jeunes, y compris moi quand j'étais petite. Quand tes parents te disent, avec un truc très précis, quand ils essayent de te faire goûter des nouveaux trucs, ça te dit rien et en fait, on essaye de te dire: «Mais si, mais sois curieux, au pire tu goûtes et si tu aimes pas, tu recraches» et en fait, cette phrase qui peut paraître une phrase comme ça anodine, ça a marqué vraiment énormément de personnes parce que moi, il y a beaucoup d'ados qui me le ressortent en me disant: «Oui, mais du coup, le consentement, c'est ne pas du tout avoir envie d'une pratique et quand même se dire: "Je vais la Mmh. tester" et prendre le risque d'être traumatisé par une pratique que tu n'avais pas envie de tester, mais pour pouvoir être sûr que la prochaine fois, tu n'es pas consentant?» Ou est-ce que le consentement, ça vient avant même et le consentement, c'est déjà: «En fait, ça me dit rien». Et en fait, le fait de se dire, si plutôt dans nos mentalités, dans notre façon de voir les choses, le consentement était décorrélé de la sexualité, ça nous permettrait à plein de moments de déjà parler de consentement, ou du moins d'en parler de façon non problématique et ce truc de la nourriture, ça m'a scotché parce qu'on me l'a sorti quand j'écrivais ados sexo, on me l'a sorti une bonne dizaine de fois en disant en fait, j'entends mais moi mes parents ils m'ont toujours dit que en gros, tu es pas consentant jusqu'au moment où tu es sûr que ça t'a pas dégoûté, que ça ne te dit rien et que tu étais presque en train de vomir ton brocoli dans un coin, Mais c'est vrai qu'on me dit toujours: «Tu peux pas dire que t'aimes pas, tu pas goûté». exactement. Alors qu'en fait si, tu peux dire que tu aimes pas et tu peux même dire que tu as pas envie, alors que tu as pas goûté. Et la sexualité, c'est pas juste une histoire de corps, elle est aussi intimement liée à notre rapport à nous-mêmes, à l'autre, à nos émotions, à notre estime et à notre histoire. En quoi l'image qu'on a de nous-mêmes peut impacter notre vie sexuelle? Ah bah, moi je dirais que c'est central. Je dirais qu'aujourd'hui, que l'image que tu as de toi, elle est 100 reliée à la façon dont tu vas vivre ta sexualité, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs et que, et que par contre, c'est modifiable, c'est évolutif, et que beaucoup de personnes disent: «Oui, mais j'aime pas mon corps, alors du coup, ça veut dire que tant que j'aimerais pas mon corps, j'aurais pas une sexualité épanouie». Bah, en fait, parfois, tu rencontres un partenaire ou une partenaire qui va poser un certain regard sur un corps que tu pas et c'est ça qui va te donner de la force et c'est ça qui va toi-même te faire changer de regard et donc c'est pas j'entends ce truc de: «Faut que ça vienne de toi parce qu'en fait il faut pas que tu sois dépendant du regard des autres». J'entends, mais sauf qu'en fait, dans l'usage et dans la pratique, il y a plein de moments où et c'est plutôt, j'ai plutôt entendu des femmes dire ça, mais je sais pas si c'est parce que, je suis moi-même plutôt en contact avec des femmes ou si en fait, c'est plutôt, un biais de genre qui est comme ça, mais il y a vraiment ce truc de en fait, j'aimais pas mon corps et puis il y a telle partie de mon corps que j'ai détestée et puis en fait, jusqu'au moment où j'ai vu à quel point lui, il adorait cette partie de mon corps ou à quel point il avait envie de la toucher ou à quel point lui, ça l'excitait de ouf et du coup, je me suis dit: «Attends, OK». Et donc c'est le regard que va poser une certaine personne sur ton corps ou sur une partie de ton corps que tu aimes pas, qui peut aussi parfois te faire évoluer, et te dire: «Oh OK, donc je c'est une partie de mon corps qui peut être désirable aussi» et ça compte aussi beaucoup. Et est-ce que les troubles psychiques comme l'anxiété, la dépression, ça peut aussi influencer, sur ma vie sexuelle? Bien sûr. En fait, ça influence sur tout, y compris ta vie sexuelle. Je répondrais plutôt comme ça. Après ça, c'est des sujets où pour le coup, je pense que des sexologues, des Mmh. sexothérapeutes seraient mieux placés que moi pour y répondre, pour le coup. Et là, pour le coup, c'est vraiment du cas à cas. Et c'est vraiment du cas par cas parce qu'il y a des personnes enfin, qui vont avoir très peu d'impact sur leur vie sexuelle. Il y en a pour qui ça va être vraiment, radical en termes d'impact. Ça dépend. Pour le coup, ça dépend. Mais oui, oui, Et est-ce que je peux aimer quelqu'un et pourtant j'ai pas envie de faire l'amour avec cette personne? bien sûr. Tu peux même, avoir envie de faire l'amour avec une personne, que tu n'aimes pas et dont tu n'es pas amoureux ou amoureuse. Le désir et l'amour, c'est 2 choses différentes, hein. Ça va en général souvent ensemble, mais ça peut aussi se décorréler. C'est la raison pour laquelle on peut, avoir envie de coucher avec une personne alors qu'on n'est pas amoureuse de cette personne. C'est la raison pour laquelle, parfois on a des coups d'un soir, c'est la raison pour laquelle, tu peux continuer à aimer quelqu'un et pour autant pas du tout avoir envie de coucher avec cette personne. Donc oui, tu peux et ça veut pas dire que tu es bizarre, ça veut pas dire que que tu pas de cœur, ça veut pas dire que tu as la dalle, ça veut pas dire que, tu es un obsédé ou une obsédée, ça veut rien dire de tout ça. Ça veut dire qu'on a naturellement la capacité de décorréler l'amour et le désir. Il y a des personnes pour qui c'est impensable et qui se sentent en capacité de faire l'amour qu'avec des personnes dont elles sont amoureuses. Il y a des personnes qui ne ressentent du désir que pour les personnes dont elles sont amoureuses. Il y a de tout. Et que faire quand on a vécu un traumatisme sexuel ou une expérience, un peu négative et qu'aujourd'hui on est complètement bloqué?
à ce niveau-là? Faut demander de l'aide. Suivi psychologique, suivi psychothérapeutique, suivi sexothérapeutique aussi. Là, pour le coup, c'est vraiment demander de l'aide à des personnes, qui vont pouvoir, vous aider à parler de ce qui s'est passé, à parler de la dimension traumatisante, à, créer l'espace pour être en colère, à créer l'espace pour dire que ça a été dur, à créer l'espace pour dire que ça a été horrible, à créer l'espace pour dire que qu'on n'arrive pas à passer à autre chose et il y a des personnes très bien qui font ça. Mais pour le coup, c'est vraiment un métier. C'est cool d'aller boire du matcha avec des copines. C'est cool d'aller d'abord voir, un ou une psy et ensuite d'aller boire un matcha avec des copines. Et des fois, quand je suis stressée ou triste, est-ce que je suis bizarre d'avoir envie de me masturber? Non, moi je trouve que ça fait pas de toi quelqu'un de bizarre ou quelqu'une de bizarre, ça fait juste quelqu'un de toi qui est assez à l'écoute de sa sexualité et qui, a compris que, avec des moyens hyper naturels, on pouvait, arriver à dégager tout un tas d'hormones, que ça soit l'endorphine, que ce soit, l'ocytocine, que ce soit, il y a plein d'hormones qu'on peut dégager à la suite d'un orgasme et qui vont nous faire du bien et qui vont nous relâcher. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes menstruées qui se masturbent quand, elles ont des crises parce qu'en fait, ça leur permet de calmer les crises. Il y a des personnes qui, souffrent d'insomnie qui se masturbent parce que ça leur permet de dormir. Enfin, c'est pas mal. Et justement, est-ce que c'est normal aussi d'avoir des réactions un peu inattendues ou embarrassantes pendant l'orgasme? Par exemple, des tremblements, pleurer tout à coup, Ouais, ouais, non, si, ça peut arriver. Franchement, on peut pleurer, on peut s'évanouir, on peut, crier, on peut au contraire avoir un fou rire. Je pense que ça fait partie des rares moments et c'est très beau d'ailleurs où en fait on contrôle que dalle et même si c'est quelques secondes, ça fait du bien de se dire: «Franchement là, je laisse mon corps parler et je ne suis pas en train de penser à ma posture, je ne suis pas en train de penser à quelle tête je fais». De toute façon, tu peux pas penser à ça, tu es dans autre chose et donc ouais, ouais, c'est normal, tu peux même faire des têtes très cheloues, hein. Ouais, ouais, faut pas se juger quoi, à ce moment-là. et est-ce qu'il peut aussi ne rien se passer? Pendant un orgasme, ouais, Ouais. bien sûr, tu peux être sans voix, tu peux être dans une forme juste de néant, même si c'est plutôt juste l'après-orgasme qui peut être comme ça, mais ça peut c'est pas forcément quelque chose de grandiloquent, où en fait on arrache le rideau et en fait, l'oreiller est en miettes, Il y a des personnes qui tu peux parfois avoir un orgasme où tu fais presque pas de bruit, tu peux avoir un orgasme où au contraire tu retiens ta respiration, enfin voilà, il y a de tout et puis c'est pas un type d'orgasme, une personne. C'est une personne qui va avoir toute une palette d'orgasmes différents et chaque orgasme est assez différent d'ailleurs. Il y a pas des bons et des mauvais orgasmes? Non. Après, il y a des orgasmes qui te mettent vraiment KO, hein. Enfin, c'est pas un mauvais orgasme pour autant, mais vraiment, il y a des orgasmes où après tu peux vraiment rien faire et tu peux même pas genre aller faire pipi ou tu es là en mode: «Au secours». Mais c'est pas un mauvais orgasme, au contraire, c'est un orgasme efficace, je dirais. Entre injonction, idéalisation et hypersexualisation, les réseaux sociaux sont devenus un espace où la sexualité est omniprésente, mais comme dans les pornos, elle est rarement représentée de manière saine et réaliste. Du coup, on a eu pas mal de questions par rapport à ça, et notamment beaucoup: pourquoi mon sexe ne ressemble pas à ceux qu'on voit dans les pornos, que ce soit à niveau taille, forme, même on a eu des questions sur l'épilation. Parce que j'ai l'honneur de vous annoncer que dans les castings porno, il y a un truc qui s'appelle des castings de bites et que donc on fait passer à ces personnes des castings de taille de pénis, de longueur de pénis, de forme de vulve, de taille, de couleur, pour qu'en fait ça rentre dans une catégorisation qui est celle pour les femmes plutôt d'un sexe qui doit s'apparenter à un sexe de petite fille, donc c'est-à-dire épilé, hem, si possible tout lisse, pas de lèvres intérieures qui dépassent, et pour les personnes qui possèdent un pénis, plutôt un gros pénis, heu plutôt droit. S'il y a des veines, c'est encore mieux. Donc on n'est pas du tout dans une volonté et dans une recherche dans cette industrie de montrer la réalité. C'est pour ça que je reparle encore une fois de la catégorie amateur, mais qui permet en fait de montrer des monsieur et madame tout le monde comme, nous, qui rassure aussi beaucoup sur OK, en fait, il y a d'autres corps qui peuvent avoir des rapports sexuels. Et on voit d'ailleurs qu'il y a des personnes qui ont des orgasmes alors que le mec, il a pas non plus un pénis de 23 centimètres et c'est OK. Que lui, il lui fait des cunis alors qu'elle a des poils et qu'elle est pas épilée et que ça a l'air de poser aucun problème. Donc il y a une différence entre la pornographie mainstream qui a pour but vraiment, de montrer qu'un seul modèle, de montrer qu'une seule forme de sexe, de montrer qu'une seule façon de faire du sexe et ensuite juste des catégories beaucoup plus amateurs qui sont là pour montrer la réalité. Mais donc c'est normal d'une certaine façon
vis-à-vis de ce qu'attend l'industrie, qu'en fait, on ne voit que ces pénis-là. Je pense qu'il faut aller chercher ailleurs. Et là, et on parlait tout à l'heure de pornographie féministe, de pornographie égalitaire et équitable, etc., qui sont tout un tas d'autres formes de pornographie qui sont aussi très intéressantes et qui, pour le coup, montrent des corps, monsieur et madame tout le monde. Je pense aussi à la pornographie audio qui, du coup, permet de ne jamais même rentrer dans ce sujet-là de, à quoi ressemble ton pénis, c'est quoi la taille, c'est quoi la Oui, c'est couleur, l'imaginaire, là. où en fait, c'est l'imaginaire et c'est aussi très, très excitant. Je pense aussi à la lecture érotique, qui sont aussi d'autres sources d'excitation, qu'on peut mettre dans la catégorie de la pornographie, enfin même pas, enfin pornographie slash des contenus érotiques, disons. Mais c'est ouais, c'est en fait, c'est l'industrie du porno. Donc en fait, qui dit mainstream dit, besoin d'appartenance et de proposer un casting qui rentre dans les clichés. Et comment je fais pour être à l'aise quand j'ai honte de mon corps? On en parlait, il y a les poils, mais il y a aussi les odeurs, les bruits qu'il peut y avoir pendant les rapports. Comment on fait pour être totalement à l'aise avec tout ça? L'enjeu de la sexualité et d'un rapport sexuel, c'est pas du tout la performance, que c'est pas un concours de beauté, qu'on n'est pas là pour ça, que si tu te retrouves face à toi avec une personne qui a envie de coucher avec toi, il y a de fortes chances que cette personne, hem, s'en foute aussi, heu et que, encore une fois, je dis, bah, je pense pas qu'il faille mettre autant d'enjeux de, «Mon sexe doit être comme ci, je dois faire surtout pas tel bruit» et cetera et parce qu'en fait, on finit par se juger soi-même. Ce qui, en général, laisse pas beaucoup d'espace pour, du plaisir, pour de la complicité, pour des rires, pour, potentiellement des orgasmes, pour, des moments d'excitation parce qu'en fait, on est occupé à autre chose et c'est dommage. Et on a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut être un homme hétéro et aimer la pénétration anale? Bien sûr, évidemment qu'on peut. Parce qu'en fait, la pénétration anale n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. J Là, on parle vraiment d'un point de vue, anatomique. On parle pas de, pénétration veut forcément dire que, je suis une personne, gay, que, pénétration aimer la pénétration veut forcément dire que je vais aimer, avoir un pénis dans les fesses et donc du coup, il y a une différence entre orientation sexuelle, orientation romantique. C'est 2 choses complètement, différentes et je pense que le fait de déconstruire justement, le sexe anal et de pas forcément le voir comme une pratique reliée à une orientation sexuelle ou une orientation romantique et le voir comme une pratique liée à une zone anatomique qui plus est, je le répète, est une zone super méga érogène. Bon, fait que ça normalement, c'est censé être accessible pour tout le monde. Et une question qui revient souvent aussi, c'est est-ce que c'est sale de faire l'amour quand on a ses règles? Non, c'est pas sale. C'est sale de faire l'amour quand on sait pas laver les mains. C'est pas sale de faire, l'amour quand on a ses règles. C'est, sale de faire l'amour quand on sait pas couper les ongles. C'est pas sale de faire l'amour quand on a ses règles. Je dirais plutôt que si on se sent sale, ça peut arriver, on va trouver que le rapport, va être sale. Si on est assez à l'aise avec ça et qu'on est à l'aise avec le sang, qu'on est à l'aise avec les odeurs, qu'on est à l'aise avec les textures, non, c'est pas sale. Mais parce que c'est naturel et que, et après je comprends aussi tout un tas de personnes qui se sentent pas à l'aise, qui veulent pas mettre du sang partout, qui se trouvent pas désirables, qui ont l'impression d'être très gonflées au niveau du ventre parce qu'en fait, les règles ça peut te faire gonfler le ventre. Hem, qui au contraire, à qui au contraire ça fait très, très mal et parce que c'est une zone qui est sous tension et donc même la pénétration vaginale, ça paraît être pas possible. Je pense qu'il faut s'écouter et en même temps, il y a tout un tas de femmes, moi, qui me disent, «J'ai jamais autant de libido que pendant mes règles. Il y a jamais rien qui m'a plus soulagée qu'avoir un rapport sexuel pendant les règles», cas par cas, comme d'hab. Et quels conseils tu donnerais aux personnes qui nous écoutent et qui se posent des questions sur leur sexualité et qui ont parfois l'impression de ne pas être normales? Je leur dirais que la norme n'existe pas. Je leur dirais que tout le monde est le chelou d'un autre. Je leur dirais que, est-ce que le sujet c'est la normalité ou est-ce que le sujet c'est, les corps et les réalités et qu'en fait, la norme n'existe pas? Je leur dirais que si tu es adolescent et adolescente, c'est plutôt normal. C'est l'âge où en fait tu vas passer plusieurs années à te demander si tu es chelou ou pas, mais ça s'appelle l'adolescence. Je leur dirais que, la plupart des personnes se trouvent chelous et je leur dirais que, tu peux aussi te sentir chelou et avoir des orgasmes. Eh bien, merci beaucoup Camille, on arrive déjà à la fin de cette discussion qui était très intéressante et on va finir par le traditionnel blind test feeling. Est-ce que tu peux nous partager quelque chose qui te rend heureuse, qui te fait du bien? Faire et ensuite manger un riz sauté. Ah ouais. Un livre ou un film à nous conseiller? À propos d'amour, Bell Hooks. Ça raconte?
Le rapport avec l'amour, le pouvoir, la domination, l'hétérosexualité, très lourd. Une phrase qu'on t'a dit ou un conseil qu'on t'a donné qui te booste? D'abord on le fait, ensuite on réfléchit. Ah oui, moi j'ai pareil, mais on fait et on s'excuse après. La dernière fois que tu as pleuré? Ce matin, en écoutant une musique. Et au contraire, la dernière fois que tu as été très heureuse? Franchement, il y a 1 heure. Même là, en passant un moment avec toi, c'était trop cool. Trop bien. Ouais. Et une musique qui te met de bonne humeur? Burna Boy, Collateral Damage. Eh bien parfait, merci beaucoup Camille. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver les livres de Camille dans la description ainsi que l'ensemble de ses réseaux. J'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez bénéficier de 12 séances gratuites avec des psychologues partenaires grâce au dispositif Saint-Epsy étudiant. Rendez-vous sur le site saintepsy.étudiant.gouv.fr. Et nous, on se retrouve très vite avec de nouveaux invités pour parler sans filtre de santé mentale. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à nous envoyer vos commentaires et à nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Ce podcast est une création Saint-Epsy étudiant, un dispositif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Production par l'Acme Productions, écriture et animation Vicky H, composition originale et mix Léo Westphal. À très vite.